Sur la route des vacances et pas que, d'ailleurs, il peut arriver des incidents. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Qui endosse la responsabilité en cas de pépin? Maître Julien Monnier, quels sont nos droits si d'aventure on prend déjà, bonjour, merci d'être avec nous. Si d'aventure on prend une personne en stop, par exemple, et qu'il arrive un accident, que se passe-t-il? Eh bien, que vous preniez une personne en stop ou que vous preniez un covoitureur, la réponse est la même, ça ne change rien à l'application de la loi. C'est-à-dire que lorsque vous avez un accident, vous avez une vieille loi, entre guillemets, qui est la loi Badinter de 85, qui dit qu'en fait, c'est l'assurance du conducteur fautif qui va prendre en charge les préjudices qu'ont subis tout le monde, y compris votre autostoppeur ou votre covoitureur. Si le passager a un comportement gênant pour le conducteur, pour le coup, qui est responsable? Alors, le principe reste toujours celui du fait que c'est le véhicule fautif qui va supporter la réparation, sauf à une exception près qui est justement prévue par cette loi. C'est ce qu'on appelle, c'est une notion un peu technique, c'est la faute inexcusable. C'est-à-dire c'est le comportement qu'on ne pouvait absolument pas prévoir. Par exemple, votre covoitureur, votre autostoppeur saisit le volant et le fait tourner ou déclenche le frein à main. Vraiment, voilà. C'est vraiment un comportement vraiment qui est quasi... pas avoir eu de bol, quoi. Vous êtes tombé sur un suicidaire, en fait. Oui, voilà. Et il y a uniquement dans ces cas-là où votre assurance va dire, écoutez, moi je ne couvrirai pas parce que, en fait, c'est l'assurance de ce monsieur qui va prendre en charge. Et si par hasard, il n'y avait pas d'assurance pour une raison X ou Y sur cette personne, il y a un fonds de garantie qui est alimenté par l'ensemble de nos paiements d'assurance automobile, qui va intervenir pour que soient indemnisés les préjudices. Le but du jeu de la loi, c'est que par la porte ou par la fenêtre, on indemnise les préjudices. D'accord. Et là, donc, c'est valable, pareil, si le conducteur a fait une erreur et que le passager est grièvement blessé? Toujours la même chose. Voilà. Et si le covoiturage, c'est du covoiturage via Internet? Alors ça marche exactement de la même manière. Il y a un autre qui dit non. Je la vois, elle dit non. C'est exactement pareil, Alicia Fall. Alors effectivement, c'est exactement la même chose. À une condition près, c'est de respecter le principe du contrat de covoiturage. C'est-à-dire que c'est un contrat de transport libre. Donc vous ne pouvez pas faire payer votre covoitureur dans la limite qui est utilisée par tous les sites Internet, c'est qu'on partage les frais. Oui, tout simplement. Donc si vous faites plus que partager les frais, si vous dégagez des bénéfices du fait de faire du covoiturage, par exemple vous dites je vais faire tous les jours Nantes-Paris l'aller-retour avec un moyen de transport avec 10 personnes à l'intérieur, vous risquez d'être transformé en fait en activité professionnelle et donc votre assurance va pas vous couvrir. Mais sauf à sortir de ça, vous serez couvert. J'ai un accident sur la route, on l'a bien compris, mon assurance considère que je suis la responsable à 100%. Est-ce que j'ai droit à un recours? Alors, il faut voir dans quelles circonstances s'est passé l'accident. Quelque chose qui n'est pas forcément très connu, c'est que les assurances entre elles ont des conventions qui leur permettent de simplifier le règlement des accidents pour dire, voilà, en fait, là, c'est ton conducteur qui est responsable et pas le mien. C'est pour ça qu'on a des... Elles s'arrangent entre elles, en fait. Bon, c'est un arrangement qui est tout à fait légal, c'est un contrat qui passe entre elles et qui permet de déterminer qui est responsable à 0, 50 ou 100%. Mais c'est un contrat qui n'est pas... On dit que c'est pas opposable à l'assuré, c'est-à-dire que votre assurance peut pas vous dire si, en fait, j'ai passé un contrat avec telle autre assurance et donc je vous dis que ça se passera comme ça. Vous avez le droit de dire non, je veux vous expliquer les règles classiques. Et par exemple, dans ces contrats entre assurances, on ne tiendra pas compte du fait que quelqu'un n'a pas mis son clignotant ou que quelqu'un roulait de vitesse trop excessive ou qu'il n'avait pas mis ses lumières en pleine nuit. Votre assurance peut vous dire vous êtes responsable à 100%. Et vous pouvez dire j'aimerais bien que vous teniez compte du fait que l'autre arrivait trop vite et sans lumière, donc je ne l'ai pas vu. Et donc en fait, c'est lui qui est responsable de l'accident. D'accord. À quel moment on fait appel à un avocat dans tous ces cas de figure? On fait appel à un avocat dans deux cas, soit qu'on n'est pas d'accord sur la détermination des responsabilités, juste exactement ce que je viens de vous expliquer, voilà. Ou au moment où votre assurance vous propose une indemnisation, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, vous pouvez très bien... Si on estime qu'elle est insuffisante. Ou même si vous avez un doute, en fait, vous pouvez tout simplement prendre votre indemnisation, votre proposition d'indemnisation, l'emmener à un professionnel, avocat notamment, et ce professionnel, parce qu'il a l'habitude, parce qu'il a des tableaux, il va pouvoir vous dire si on vous fait une proposition sérieuse ou pas. Une question d'actualité maintenant et qui va tous vous intéresser. Écoutez bien chez vous à la maison. Le passage à limitation à 80 km/h, ça va certainement faire quelques problèmes. Vous posez la question tout à l'heure. La principale difficulté, c'est effectivement, on en discutait tout à l'heure en reportage, c'est que la plupart des panneaux
sur les routes qui vont passer à 80 seront toujours des panneaux 90. Donc il y a une grande question qui se pose, c'est quel va être l'effet du fait de se faire flasher, par exemple, à 85, alors que le panneau de la route sur laquelle on est indique à 90. Alors, il peut y avoir un débat, c'est le fait de dire qu'on a été induit en erreur par l'existence du panneau. Ce qui paraît logique de prime abord. Ce qui paraît logique. Maintenant, c'est un débat il faudra aller tenter votre chance devant un tribunal, c'est-à-dire il faudra contester le fait que vous avez commis une infraction, aller jusque devant le juge, et devant le juge, faire valoir que le panneau était à 90. Alors, en fait, il faudra dire « je n'étais pas au courant ». Exactement. Est-ce que le juge va vous dire, écoutez, monsieur, vous étiez suffisamment informé parce qu'il y a une loi et elle existe, ou est-ce que le juge va dire, effectivement, je considère que vous avez pu vous tromper? Alors là... Là, ça va être au petit bonheur la chance, quoi. Je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, si vous roulez à 85 sur des routes où vous savez pertinemment que c'est passé à 80, c'est que vous êtes joueur. Peut-être laisser quelques mois d'adaptation pour les automobilistes, non? J'imagine. Au-delà de ça, je conseille même de respecter le 80 km/h. Mais les automobilistes étrangers, par exemple, qui arrivent pour la première fois en France. Ils ont effectivement encore plus que nous cette difficulté, et donc ce sera sans doute à l'occasion de litiges avec des conducteurs étrangers qu'on aura la réponse devant les tribunaux. Ouais, je pense. Parce qu'un Danois une première fois en France, bah oui, c'est ça. Il bouffe en photo. Voilà. C'est un bon souvenir en même temps. Ça peut être sympa, ouais. Allez, je vous propose une petite balade à Laval. D'ailleurs, merci, je ne sais même pas. C'est vrai qu'on est parti là-dessus. Maître Giamoni, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Soyez prudents sur la route pour vos départs de vacances, et puis voilà, on évite. De toute façon, les gens sont gentils, généralement les covoitureurs et puis les autostoppeurs. Presque. Soyez prudents quand même.